Bonjour, allez c'est parti pour une nouvelle vidéo, c'est une vidéo blabla, je vais vous parler de favoris, donc il va y avoir plein de choses différentes. Ce sont mes favoris des 4 derniers mois, autant vous dire qu'il y a un paquet de trucs, donc on ne va pas passer 10 ans sur chaque bidule, je vais faire ça rapide. Pourquoi je fais une vidéo condensée etc. comme ça? C'est parce que généralement quand je fais des vidéos favoris, elles ne fonctionnent pas, elles font des scores pas terribles, mais paradoxalement quand j'ai demandé sur Insta si ça valait vraiment le coup que je continue, j'ai eu 100% de oui. Donc voilà, je vous fais une grosse vidéo comme ça et j'en ferai 3-4 fois par an, pas plus, où je reprends tout. Et non pas aussi souvent que je le faisais avant. Alors, je les ai classés, vous allez avoir une BD, des séries télé, des films, un jeu et puis un autre truc. Ah, évidemment, il y a Siri qui se réveille. Non, je ne te veux rien, je ne veux rien. Allez, c'est parti, on commence par la BD. C'est une petite BD toute simple qui s'appelle Animan et qui m'a fait hurler de rire. Alors, c'est pas une BD que je vous conseille d'acheter parce qu'honnêtement, vous la lisez une fois et puis c'est fini. C'est idéal pour dans les toilettes. C'est des petits strips en fait. Et cette BD est tellement drôle. Alors, à la fin, j'avais compris le principe et voilà. Mais les premières pages, j'ai pris un fou rire. J'avais les larmes qui coulaient. Donc voilà, Animan, l'histoire de cet homme qui a un pouvoir, voilà, et qui a son némésis, qui a un autre pouvoir. Je vous laisse découvrir un petit peu les pouvoirs de chacun. Si vous le trouvez en médiathèque, franchement, prenez-le. Vous pouvez même le feuilleter sur place, ça se lit très vite. En une demi-heure, c'est bouclé. Vous vous faites plaisir. Animan, très drôle. Alors ensuite, je vais vous parler de séries et on va les passer vite. Hein. Alors on y va, c'est pour vous donner des idées, des envies, si vous avez envie de choses à regarder. D'abord la série Citadel. Alors malheureusement, c'est une série que j'ai regardée en juin, donc ça y est, ça commence à être un petit peu ancien. C'est une série d'action. Donc on se retrouve avec une jeune femme et un homme. Non, un homme d'abord. Une histoire de souvenirs perdus. Oh, je ne me rappelle plus, c'est horrible. Oui, alors je viens de regarder sur mon téléphone, donc ils disent 2 espions d'élite qui travaillent donc pour Citadel, qui est une organisation d'espionnage secrète et indépendante. Et après la chute de l'agence, les 2 espions vont devoir reconstituer leur passé. Voilà. Donc franchement, c'est très très sympa à regarder, c'est plein d'actions. L'actrice, c'est Priyanka Chopra, qui est évidemment sublime, mais regardez-moi, non, cette beauté incroyable. Et le mec est joué par Richard Madden, qui est franchement très bien aussi. Voilà, et il y a Stanley Tucci dans un rôle secondaire, toujours agréable de le retrouver. Donc voilà, une petite série sympa, pas prise de tête, qui passe très bien. Ensuite, j'ai regardé Shrinking. Alors là, je me rappelle très bien, Shrinking, c'est une série télé sur des psys. Donc on suit un groupe de psys et c'est absolument drôle et très attachant. Alors le personnage principal est joué par Jason Segel, que vous connaissez forcément si vous avez vu How I Met Your Mother. Et donc là, il joue un psy qui est veuf, qui élève donc sa fille seule. Il est toujours dans le malheur d'avoir perdu sa femme. Et il travaille avec un autre psy qui est joué par Harrison Ford. Et il y a une autre psy qui est une jeune femme très belle. Et voilà. Et en fait, vous allez suivre les aventures de ce microcosme. Voilà. Et c'est drôle, c'est bien fait, c'est bien senti. Au début, je ne savais pas très bien où j'allais. Sur les premiers épisodes, je n'étais pas sûre d'accrocher. Et en fait, sur la longueur, c'est vraiment une série que j'ai appréciée. Donc, si vous avez envie d'une petite série plutôt légère, mais avec un peu de profondeur, un peu de sens, des super acteurs, bah écoutez, Shrinking, c'est pour vous. J'ai ensuite regardé une série française qui s'appelle Le Code, parce que moi j'adore les trucs qui se passent dans les tribunaux, et je l'ai trouvée hyper intéressante. Je vous le dis tout de suite, le seul vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de fin. En fait, il y a eu, alors je crois qu'il n'y a eu que 2 saisons ou 3, je ne sais plus, mais ça s'arrête brutalement. Ils étaient censés en faire une saison suivante et ne l'ont jamais faite. Du coup, c'est un peu frustrant. Cependant, j'ai pris quand même beaucoup de plaisir à la regarder. Et pour une série française, franchement, ça se laisse regarder. Si vous aimez l'univers des tribunaux, c'est très sympa. Alors ensuite arrive un petit bijou, parce que figurez-vous qu'il y a quelques années, j'ai lu un livre qui s'appelle Le Pouvoir, The Power en anglais, que j'ai adoré. Vraiment, ce livre, à l'époque, je ne faisais pas de vidéo, je ne vous en ai jamais parlé, mais c'est vraiment un livre que je trouve incroyable. D'abord, la couve est magnifique, et l'histoire
était hyper intéressante. Donc on est dans un monde dans lequel les femmes développent un pouvoir. Donc ça commence par une femme, puis des enfants. Toutes les filles, enfants commencent à avoir ce pouvoir, ça se développe. Ça se développe avant l'adolescence. Mais donc les femmes plus âgées peuvent l'avoir aussi si on leur réveille. Donc des filles adolescentes qui ont le pouvoir touchent des femmes plus âgées et réveillent le pouvoir en elles. Et donc forcément c'est un pouvoir qui se répand dans toute la population. Et ce pouvoir, c'est d'avoir de l'électricité au bout des doigts. Donc évidemment, jusqu'ici, les hommes qui avaient une supériorité physique, de force physique sur les femmes, tout d'un coup ne l'ont plus. Donc qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les conséquences? Alors vous avez des gouvernements qui veulent à tout prix empêcher ce pouvoir de se répandre, qui enferment les femmes, d'autres qui légifèrent. Comment on va gérer ce problème, parce qu'évidemment, les femmes deviennent supérieures physiquement aux hommes, donc c'est un problème. Et vous avez toutes sortes de réactions différentes dans les 10 pays. Et vous suivez un certain nombre de femmes. Vous suivez la mère, je crois que c'est une mère de Seattle, et vous suivez une jeune fille adolescente qui découvre son pouvoir et qui va construire une sorte de secte, de culte autour d'elle. Vous avez une sorte de camailleux de personnages. Et ce livre est vraiment excellent. Moi, je l'avais adoré. Et donc, évidemment, quand vous avez des super bouquins comme ça, généralement, ils ne tardent pas à les adapter. Ça n'a pas manqué. Et ils l'ont adapté. Alors, la mère de Seattle est jouée par Toni Collette, qui est géniale. Et c'est une très bonne série télé. Donc, à la fin de la saison 1, visiblement, ils ont l'intention de prolonger le truc, puisque typiquement, on est un peu comme dans La Servante écarlate. On adapte le bouquin, mais on va au-delà. Et donc là, on sent qu'ils veulent aller au-delà ou tirer un petit peu les choses. Mais franchement, cette saison 1 est très très bonne. Quoi qu'il en soit, vous pouvez lire le livre, excellent, vraiment, et regarder la série, c'est super. C'est une très bonne adaptation avec des super personnages. Je vous en dis pas plus, mais alors, par exemple, le personnage de la femme russe, elle est incroyable. Mais elle est incroyable. Donc vraiment, il y a un épisode avec ce personnage de la femme russe où elle fait une performance d'actrice, la fille, mais c'est impressionnant. Moi, c'est une série qui m'a beaucoup plu et que je conseille vivement, vraiment, allez-y. Ensuite, on a regardé Silo. Mais oui, parce qu'il y a encore une adaptation de livre, mais pour le coup, de livre que je n'ai pas lu. Mais mon mari et mon fils ont lu Silo. Et alors, mon mari m'a dit qu'il y avait des différences entre le livre et la série télé. Voilà, l'adaptation n'est pas tout à fait fidèle au livre. Cependant, moi, sans avoir lu le livre, j'ai beaucoup aimé la série. J'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé l'esthétique, j'ai aimé beaucoup de choses. J'ai aimé les acteurs. J'ai trouvé que c'était très bien fait, une très bonne série. Donc que vous ayez lu le livre ou pas, franchement, penchez-vous sur cette série. Je pense qu'elle peut vous intéresser. Elle est très bien faite. Surtout, bien sûr, si vous êtes fan de trucs d'anticipation. Voilà. Ensuite, j'ai commencé à regarder, j'ai pas terminé parce que c'est une série qui a pas mal de saisons. C'est New Amsterdam. C'est une série que je ne connaissais pas du tout, qui est hyper ancienne. J'étais totalement passée à côté. Moi, j'aime bien les séries médicales. Et j'aime bien avoir une série de fond un peu facile à regarder, comme ça, au petit-déj ou à des moments où j'ai pas la tête à ça. Donc, j'ai besoin d'une série qui soit pas compliquée, pas prise de tête. Et surtout, où il n'y a pas de valeur ajoutée à vraiment s'y intéresser fortement. Donc là, on nous suit un médecin qui est nouvellement nommé directeur dans un des plus grands hôpitaux de New York, donc New Amsterdam. Un truc qui est gigantesque, et il a un cancer. Voilà. Et donc, vous suivez ses aventures. Alors, ce qui est un peu ridicule dans cette série, c'est que genre, ils sont 4, et vous avez tout le temps 4 médecins. Donc, vous avez une femme médecin urgentiste, vous avez le noir qui ouvre des cœurs, qui fait des opérations, chirurgien cardiaque. Vous avez, non, ils sont plus. Vous avez le médecin hindou, on est bien dans les clichés, hein, le médecin hindou qui est neurochirurgien, je pense, voilà, quelque chose comme ça. Et vous avez le médecin homo, il manquait à l'appel, qui est le psychiatre. Et en gros, vous voyez que quelques infirmières comme ça, des personnages secondaires qui gravitent, mais vous avez l'impression qu'à eux deux, à 5-6, ils gèrent l'entièreté des services de l'hôpital, d'un hôpital gigantesque à New York. Bon, honnêtement, en termes de crédibilité, on n'y est pas du tout, surtout qu'il a un cancer, enfin bon bref, vous avez... Mais c'est pas grave, parce que ça se laisse regarder, les personnages sont hyper sympathiques, on s'accroche très vite,
les histoires défilent. Il y a sur certains épisodes, j'ai trouvé qu'il y avait certains apports culturels et philosophiques très intéressants, avec des vrais débats de fond. Il y a un épisode qui est hyper intéressant sur la gestion de l'hôpital. Et aux États-Unis, ils sont obligés de faire venir des fonds privés, donc un système très différent de la France. Et ils ont tout un débat sur le bienfait de ce système. Donc vraiment une série qui parfois peut être assez percutante et intéressante. Donc vous pouvez la regarder si comme moi vous étiez passé à côté. J'ai ensuite regardé Love and Death, qui est une série avec Elizabeth Olsen, qui est la petite sœur des jumelles Olsen. C'est elle à la base qui a attiré mon attention. J'ai vu l'affiche, je l'ai vue elle, ça m'a donné envie de regarder la série. Et en fait, c'est une petite série courte, adaptation d'une histoire vraie sur une femme qui a assassiné une de ses meilleures amies. Et vous allez avoir toute la première partie qui est l'avant-meurtre, comment on en est arrivé là, etc. Et puis vous avez la deuxième partie sur le procès et qu'est-ce qui s'est passé. Alors moi j'adore le côté true crime, j'adore ce genre de série adaptée proche de la réalité. Ça se passe dans un univers très religieux. Franchement, c'est bien joué, c'est très intéressant. C'est genre 6-8 épisodes. Si vous aimez un peu les trucs un peu true crime, policiers, tranche de vie américaine. En plus, ça se situe dans les années 80, fin 70, début 80, donc avec une période très particulière, avec une esthétique très particulière. Franchement, vous pouvez la regarder, cette série, elle est très sympa. Et puis franchement, c'est tellement court que vous ne vous engagez pas comme New Amsterdam avec des trucs sans fin. Là, vraiment, c'est très bien. Et dans la même veine de ces séries qui sont des adaptations de livres et qui sont des trucs un peu clos, vous avez... Alors attendez, c'est la dernière chose qui m'a dite avec Jennifer Garner. Bon, ça ressemblait un peu à ces adaptations d'Harlan Coben. Vous savez, avec un truc, un produit fini en 6-8 épisodes, adaptation du bouquin, c'est efficace. Est-ce que c'est brillant? Non. Est-ce que c'est hyper intéressant? Non. Mais quand on aime les séries polars, un peu Page Turner, etc., qui se laissent regarder, ben voilà. Donc là, c'est une femme qui vit avec un homme et ils élèvent ensemble une jeune fille qui est la fille de lui, mais pas d'elle. Et donc la mère est décédée. Voilà. Et puis, du jour au lendemain, lui, il disparaît. Et il la laisse avec cette fille qui n'est pas la sienne. Et toutes les deux, elles vont essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi il est parti, blablabla. Et ça se laisse regarder, faites-vous plaisir. Alors, par contre, super top série, à voir absolument, Beef, acharné en français. Une série américaine absolument étonnante, très très atypique, très différente de ce qu'on peut voir d'habitude. Donc on suit deux personnages. Donc tout se joue dans le premier épisode de ce que je vais vous dire. C'est deux personnages, un homme et une femme. Elle est bien née. Non, elle n'est pas bien née, pardon. Mais elle a une très belle vie parce qu'elle est artiste. Elle gagne très très bien sa vie. Elle vit dans une belle maison avec son mari et sa fille. Et lui, c'est un espèce de loser qui vit avec son frère, qui essaye de gagner de l'argent avec son entreprise de BTP. Enfin non, de plomberie, je sais pas quoi, de travaux manuels. Il ne sait pas très bien quoi faire de sa vie. Il essaye de construire une maison pour ses parents. Le type, il fait un peu loser. Et ils sont sur le parking. Et lui, il veut sortir de sa place. Elle passe. Il manque de lui rentrer dedans. Il se klaxonne. Et à partir de là, ça se met mal. Ça se met mal parce qu'elle lui fait un doigt d'honneur. Et que lui, il le prend mal. Il commence à la poursuivre. Il y a une espèce de course-poursuite en voiture. Et elle finit par le larguer. Elle gagne la bataille, elle le met derrière elle, elle le met mal. Et il se sent offensé. Vraiment, ça le blesse profondément ce qui vient de se passer. Et il vit très mal que ce chauffard, il pense que c'est un homme au début parce qu'on ne voit pas qui est dans la voiture, ce chauffard le maltraite. Et à partir de là, il va chercher qui était dans la voiture. Et il y a tout un engrenage qui se met en place. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que le postulat de base, cette histoire de truc, on se dit, bon, ça va monter crescendo, mais qu'est-ce que ça va nous apporter? Et en fait, ça apporte plein de choses. C'est vraiment une série qui est différente de ce que j'ai vu d'habitude. Les acteurs sont incroyables et il y a un vrai regard, une vraie attention portée sur la société américaine,
sur l'humanité, sur les gens, à quel point on est tous médiocres. Ils sont tous plus médiocres les uns que les autres. Que ce soit ceux qui gravitent autour de madame ou ceux qui gravitent autour de monsieur, honnêtement, ils sont tous médiocres. Médiocres dans le sens moyen. Des fois, on fait des trucs nuls, des fois, on fait des trucs bien. Souvent, on fait des trucs très, très nuls. Et cette série est assez brillante. Et en ce moment, c'est la série que je conseille à tout le monde. Donc vraiment, si vous n'avez pas vu cette série, bif. Mention spéciale pour le générique au début qui, à chaque épisode, présente un tableau, une œuvre d'art. Parce que, oui, donc comme elle est l'artiste, ça se passe dans le monde de l'art, qui est incroyable. Il se dégage une violence de ces tableaux, c'est impressionnant. Donc ouais, vraiment une série à l'esthétique redoutable, une série à voir, je pense. Et est-ce que j'ai regardé Tapi? Mais bien sûr que j'ai regardé la série Tapi, parce que j'avais envie de voir l'adaptation. Alors, outre le fait que j'adore Laurent Lafitte, évidemment, j'étais intriguée. Intriguée parce que Tapi n'est pas un personnage que j'aime, pas vraiment. Hein. Franchement, le type, c'est à peu près pas du tout quelqu'un que j'aime. Mais en même temps, je n'avais dans la tête, parce que moi j'étais petite, hein, donc j'avais dans ma tête que des gros clichés. Donc j'avais le Fosséa, l'OM, voilà, des gros trucs comme ça. Je savais qu'il avait été en prison. Après, honnêtement, les détails, je les avais pas. Et du coup, j'étais très intriguée et j'ai trouvé que c'était vachement bien. Alors, je pense qu'il y a plein de détails qui ne sont pas vrais. C'est une adaptation, évidemment, une interprétation de la vie. Cependant, ça s'appuie quand même sur pas mal de faits réels. Son côté, j'achète des entreprises, etc. Son côté vraiment grand patron, patron de presse. Donc, bien sûr, à l'OM, on voit le bateau, on voit son mariage, enfin ses mariages, ses 2 mariages, ses enfants. Et tous les enjeux politiques. Ah oui, il a été ministre aussi. Bon, j'avais complètement oublié qu'il avait été ministre. Donc ministre de la ville sous Mitterrand. Et en fait, il a été que 9 mois parce que en fait, ce type-là, c'est un flambeur. Et en fait, ça passe pas. Et ça m'a touchée. Parce que vraiment, c'est un type qui ne me parle pas du tout, qui ne me plaît pas, qui me heurte même dans mes valeurs, dans sa façon de faire. Il est tellement rentre-dedans, tellement violent. Vraiment, j'ai du mal. Et en parallèle, il y a une partie de moi qui est hyper admirative. Il y a des moments dans la série, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qu'il est brillant, le mec. Mais c'est un génie, en fait. C'est un génie des affaires. Sauf qu'il est tellement borderline qu'il va toujours trop loin. S'il avait su s'arrêter, juste garder son intelligence des affaires, mais s'arrêter à temps, ce type-là, il l'aurait fait, mais monts et merveilles. Sauf c'est un drogué. Il ne sait pas s'arrêter. Il est tout le temps en train de repousser des trucs, d'aller toujours plus loin, de dépenser toujours plus de fric. En tout cas, moi, cette série m'a vraiment plu. Évidemment, Laurent Lafitte, on voit Laurent Lafitte, hein, on ne voit pas Tapi. Hein. D'abord, je trouve Laurent Lafitte beaucoup plus beau que Bernard Tapie. Mais voilà, donc là-dessus, ça pêche un peu. On ne peut pas s'empêcher de voir Laurent Lafitte. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé regarder ça. Donc, si vous n'avez toujours pas regardé, laissez-vous tenter. Et je termine les séries. Oui, ça n'en finit plus, mais bon, je ne vous ai pas parlé de trucs depuis 4 mois. Alors voilà, ça n'en finit plus. C'est sur c'est sur Amazon Prime. Oh, je confonds parce que j'ai plusieurs chaînes. Attendez, c'est sur Apple TV. Oh, excusez-moi, c'est sur Apple TV. Vous avez une série sur les supermodèles. Alors, c'est que 4 épisodes, mais c'est trop bien. C'est sur 4 supermodèles. Donc, c'est Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christy Turlington et Naomi Campbell. Et 4 épisodes qui sont consacrés à ces 4 femmes qui ont inventé le concept, à travers elles, le concept de supermodèle, qui ont donné une identité aux mannequins. Avant, les mannequins, c'est juste des porte-fringues, elles n'avaient pas de nom. Qui ont amené tellement, qui ont mélangé à la fois le podium et les magazines. Avant, vous aviez les mannequins de magazines, les mannequins de podium, elles ont tout mélangé. Et vraiment, elles ont fait preuve d'une intelligence remarquable. Elles sont assez brillantes, assez intéressantes. Et leur destinée est assez incroyable parce que des filles jolies, il y en a plein en fait. Mais dès qu'ils ont forcé leur destin comme ça et qui ont fait ça, il n'y en a pas tant que ça. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. En plus, vous avez beaucoup d'esthétisme, on voit beaucoup de photos. C'est pareil, moi j'étais jeune, donc ça restait dans ma tête comme ça, en toile de fond, mais en même temps, je les ai vues, certaines couves. Mais je ne connaissais pas toutes ces histoires. Moi, j'ai découvert l'histoire de Naomi Campbell avec Azzedine Alaïa. J'ai découvert plein de trucs. J'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai vu à quel point elles avaient leur personnalité. Vous aviez Linda Evangelista qui était un peu le caméléon.
peut-être la plus fragile du lot. Naomi Campbell, donc c'est la panthère et qui a dû s'imposer parce que beaucoup de racisme. Cindy Crawford, c'est l'américaine type, la bonne élève avec la beauté américaine. L'autre, c'est plutôt la beauté un peu classe, à l'anglaise. Donc vraiment, voilà, j'ai appris plein de choses. J'ai trouvé qu'il y avait un vrai apport esthétique, philosophique et même féministe sur certains points. Et ça m'a beaucoup plu. Donc si vous ne connaissiez pas encore cette mini-série de 4 épisodes sur les supermodèles, regardez-la parce que franchement, j'ai trouvé ça absolument excellent. Boudiou que c'est long. Est-ce qu'on va s'en sortir? Je vous promets, je vais faire très vite. J'ai regardé quelques films et j'avais envie quand même d'en partager avec vous, notamment The Mother, parce que j'adore Jennifer Lopez. Oui, je n'ai regardé ce Mother que parce qu'il y avait Jennifer Lopez. C'est un film d'action qui ne vaut pas grand-chose, mais qui vaut pour Gillo. Voilà, donc, vraiment, ne vous embêtez pas, je ne vous raconte pas l'histoire, ça ne sert à rien. Gillo, film d'action. Si vous aimez le concept et si vous aimez Gillo, regardez-le. C'est sur Netflix, ça se laisse regarder tout seul. Vous passez une petite soirée, dimanche soir, avec du popcorn. Dans un genre différent, mais vraiment excellent, Air, avec Matt Damon. C'est sur l'histoire des Nike Air, des Air Jordan que Nike a produit et c'est l'histoire de l'ascension de cette société qui était derrière Adidas et derrière Converse et qui n'arrivait pas à produire de baskets qui allaient sortir du lot. Et en fait, lui, il a eu une idée géniale, il a voulu faire une basket pour Michael Jordan. Il a poursuivi de façon vraiment acharnée Michael Jordan pour arriver à sa fin. Il a créé cette basket mythique, la Air Jordan. Et le film est super bien fait. J'ai appris plein de choses. Matt Damon est top. J'ai besoin de le préciser, c'est Matt Damon. Et j'ai trouvé que c'était tellement ancré dans une réalité, dans une époque, et en même temps dans un système à l'américaine, qui avait plein de choses à voir. L'esthétique est abominaffreuse, hein. C'est l'époque qui veut ça. Hein. Oh, ils ont enlaidi Matt Damon, oh là là, c'est affreux. Mais vraiment, si vous êtes passé à côté, peut-être que ça vaut le coup de vous y pencher parce que c'est un film qui est hyper bien fait et hyper intéressant. J'ai ensuite regardé un mauvais film, mais est-ce qu'on aime parfois les mauvais films? Tout à fait. Donc j'ai regardé Ticket to Paradise et mes deux seuls arguments sont George Clooney et Julia Roberts. Voilà. Non, j'ai rien d'autre à dire. C'était pas très bon, hein. Mais bon, il y avait les deux acteurs qui jouent deux divorcés, qui sont obligés de faire comme si c'était encore un couple au moment où leur fille part en vacances à l'autre bout du monde et décide de rester vivre là-bas, d'abandonner ses études et d'épouser un type local. Donc là, les deux divorcés qui trouvent que leur fille elle abuse décident de faire front commun et d'essayer de contrer le mariage. Voilà. Et c'est gentil. Hein. Au cinéma, je suis allée voir L'amour et les forêts. Ouh là 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 là, là c'était une grosse claque cinématographique. Alors je n'ai pas lu le livre, je pense que je vais le lire, mais j'avais d'abord besoin de digérer le film qui a été une claque intersidérale. Il émane de ce film une froideur et une violence. On est ressorti avec les copines, on n'était pas bien. Je peux vous dire qu'on était un peu comme ça et on était là, oh là là, qu'est-ce qu'on vient de voir? C'est très très fort, donc c'est sur les violences conjugales, mais beaucoup sur les violences psychologiques. C'est traumatisant. Virginie Fira est parfaite, mais parfaite, vraiment. Et moi, elle m'a beaucoup touchée dans ce personnage. J'ai trouvé que c'était hyper bien réalisé, hyper bien fait. Moi, j'ai adoré. Mais en même temps, j'en ai pris plein la tête et j'ai trouvé ça très, 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 très dur. Alors, j'étais en train de chercher le nom de l'acteur. J'avais mangé le nom de Melville Poupeau qui fait son mari, qui est glaçant à souhait. Et Dexter en a profité pour faire son apparition. Ouais, donc c'était vraiment un film hyper intéressant. Les acteurs sont incroyables. Melville Poupeau, c'est un acteur que j'aime bien, que je trouve plutôt sympathique. Là, il est très, très effrayant. Et ouais, vraiment, si vous n'avez pas peur du sujet, parce que le sujet est dur quand même, je vous invite à regarder ce film. Je suis allée aussi au cinéma voir Indiana Jones 4. Les effets spéciaux de rajeunissement d'Harrison Ford sont incroyables. Est-ce que le film est incroyable? Non. Alors, je vais même vous raconter une anecdote, c'est que j'ai vu ça en juillet. On est parti en vacances en août. Et quand je suis revenue, j'ai vu passer sur YouTube une vidéo sur ce film et j'ai fait j'ai oublié d'aller voir au cinéma, moi qui adore Indiana Jones. Et j'ai fait ah mais non, je l'ai vu.
j'ai vu un moment où je ne me souvenais même pas que je l'avais vu. Bon, c'est pas un grand film. Quand on est fan d'Indiana Jones, on y va, on le regarde, mais c'est pas un grand film. J'ai ensuite été voir Mission Impossible numéro je ne sais plus combien, hyper efficace. Franchement, moi, j'ai trouvé que c'était un bon cru. Dorian Gray, hein, notre ami Tom Cruise, qui ne vieillit pas, je l'ai trouvé top. Et le film en lui-même est très efficace, plein d'effets spéciaux, une histoire évidemment. Alors par contre, la petite blague anecdote, c'est que je ne savais pas que le film était en 2 parties. Alors si vous aussi, vous ne le savez pas, je vous préviens qu'on va vous arrêter le film en plein milieu. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes un peu comme ça, dans l'action, machin, et générique. Alors vraiment, c'est violent parce que moi, au milieu de film, même plutôt vers la fin, je me suis dit, mais comment ils vont boucler tout ça? Parce que quand même, c'était un peu chargé. J'étais là, waouh, ça va être compliqué de tout boucler. Ah bah non, maintenant ils n'ont pas tout bouclé. En fait, c'est que c'est en 2 films. Donc ça a été un peu piégeux parce que ça m'a beaucoup frustrée. Mon fils qui était avec moi, il était mort de rire parce que lui, il savait, il me dit, mais si maman, tout le monde le sait que c'est en 2 films. Bah non, tout le monde ne le sait pas. Moi, je ne le savais pas et je me suis retrouvée comme une courge. Tant qu'à chaque fois, j'oublie ce qui s'est passé dans le premier. Donc je sais que quand le deuxième va sortir, il va falloir que je regarde le premier la veille pour me remettre dans le truc. Ah, ça me saoule. Bon, bref, voilà. À part ça, franchement, un bon moment de cinéma. Vous pouvez le regarder tranquille. Évidemment, je suis allée voir Barbie. Parce que voilà, j'y suis allée avec ma copine Ingrid, on a amené nos filles. Nos filles sont ressorties en disant c'est le meilleur film de notre vie. Je vais peut-être pas m'apesantir, il y a eu énormément de choses de dites sur ce film. Chacun se fait sa propre opinion. Moi, j'ai apprécié. J'ai trouvé que si c'était un film qui avait plein de défauts, mais vraiment plein de défauts, cependant, il a une énorme qualité à mes yeux, qui est que c'est un film très grand public, un blockbuster, et qui en même temps aborde des sujets et donne des mots et des notions tels que patriarcat, ce qui n'arrive jamais normalement. C'est-à-dire que lorsque vous avez des sujets sur le patriarcat, etc., c'est vraiment un truc de niche. Vous n'allez pas avoir un gros blockbuster américain qui va aborder ce sujet-là. Et donc là, même si le film il est produit par Mattel, évidemment que c'est un truc très grand public, etc., bah justement, dans ce truc très grand public, on amène quand même quelques notions très importantes, confère le discours d'America Ferrara dans le film, et vraiment le fait que soit répété plusieurs fois le mot patriarcat, bah écoutez, c'est déjà ça. Moi, j'étais plutôt contente, et voilà. Puis après, bon, bah évidemment, il y a plein de défauts. Moi, j'ai plein d'amis qui ont trouvé ça nul. Moi, j'ai pas trouvé ça nul. J'ai trouvé ça blockbuster américain. Voilà. Mais blockbuster américain qui va peut-être permettre à des gens qui ne sont pas vraiment dans la recherche d'une équité homme-femme, etc., de peut-être petitement se poser quelques questions. Et moi, je me dis, bah, c'est toujours ça de prix, c'est des petits cailloux de semer. Pourquoi pas? Voilà. Moi, oui, Dexter, me fais-toi plaisir. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi ne pas t'asseoir ici? Mais vraiment, oh là là, ce chat. Attends, je pousse mes affaires. Allez, go, vas-y, mets-toi là. Bon. Alors, ensuite, nous avons donc... Alors, petite info, je ne suis pas allée voir Oppenheimer. C'est un choix. Je n'aime pas tellement les films de guerre. Je n'avais pas été voir non plus Dunkerque. Voilà, les films de guerre, c'est vraiment pas ma came. C'est un des rares genres de cinéma que je ne regarde pas. Même si j'en ai vu plein et qu'il y en a que j'ai beaucoup aimé. Hein. Il y a des films de guerre dont je suis hyper fan. Mais en ce moment, en vieillissant, j'en ai de moins en moins envie. Donc voilà, je ne suis pas allée voir Oppenheimer. Et c'est un choix. Alors mon mari et mon fils y sont allés, ils ont adoré. Voilà. Juste comme ça, vous mentionnez un petit bijou qui est sur Netflix, qui est sorti cet été, que je n'avais pas vu, et que si vous n'avez pas vu, je vous en prie, allez voir ça. C'est le documentaire sur Wham. Cette petite merveille, ce petit bonbon, c'est merveilleux. Alors moi, Wham, j'ai pas connu, j'étais trop jeune. Par contre, je suis suffisamment vieille pour avoir connu la grande époque de George Michael. Et donc, quand on connaissait George Michael, on savait qu'il y avait eu un groupe avant, le fameux groupe Wham, avec des titres... qui sont évidemment emblématiques. Et malheureusement, je ne peux pas vous mettre, on est sur YouTube, donc je ne peux pas vous mettre de musique, mais je vous en aurais bien mis une ou deux. Et donc, ce documentaire est génial. Donc, il ne s'intéresse qu'à Wham. Ça s'arrête à la fin de Wham. Il n'y a pas du tout sur George Michael. Mais ça part de leur enfance, Andrew et George. Et ça raconte toute l'histoire de la construction de ce groupe avec leur personnalité. Ça m'a touchée. Vous ne mesurez pas à quel point ça m'a touchée. J'ai trouvé ce documentaire magnifique.
c'est extrêmement humain. Ça parle de ces deux belles personnes qui sont vraiment deux très très belles personnes. De comment un qui était très beau, Andrew, qui était un espèce d'enfant joyeux, etc., généreux, monte ce groupe avec ce mec un peu moche, un peu taiseux, un peu torturé, qui était le petit George Michael, qui s'appelait pas George Michael d'ailleurs, puisqu'il est d'origine chypriote, donc c'est Georgiou, je sais plus quoi. Et comment ces deux-là, avec des personnalités totalement opposées, vont se lancer dans la musique et vont construire un truc incroyable. Et moi, ça m'a touchée parce que chacun des deux va être très important pour l'autre, dans un respect humain que je ne mesurais pas. Et moi, pour moi, Andrew, moi qui n'y connaissais rien, pour moi, Andrew, c'était un peu le type, mais il sert à quoi? Alors déjà, j'ai découvert que George Michael, il faisait tout. Il écrivait les paroles, il faisait la musique, il était producteur. Tu vois, le talent du mec, j'avais pas mesuré à quel point le mec était talentueux. Genre, il monte dans la chambre, il dit à Andrew, excuse-moi, j'ai une idée, il va noter, puis il pond un chef-d'œuvre. Donc, bon, voilà, c'est très impressionnant. Et Andrew, le rôle d'Andrew est incroyable. Et c'est surtout sa personnalité d'accepter, d'intégrer un rôle. C'est-à-dire qu'il est dans un groupe qui normalement était censé être paritaire à la base. Et en fait, ça évolue où George Michael porte tout. Et lui, il lui apporte un truc incroyable. Je ne vous dis pas quoi. Je ne vous dis pas la beauté de la chose. Mais moi, ça m'a touchée. J'ai trouvé que c'était généreux, que c'était beau, que c'était empathique, que c'était une preuve d'intelligence remarquable, de savoir s'effacer et se mettre dans une case et de protéger son pote. Parce que dès le début, George Michael, quand ils ont commencé à être connus, que les filles accouraient, George Michael lui a dit, moi je suis homo. Hein. Et Andrew, mais vraiment, mais c'est si beau, J'ai pas failli m'en remettre, j'en parle à tout le monde, je dis à tout le monde de regarder ce documentaire. Vraiment, allez-y. Bon, après, vous allez écouter Wham en boucle, hein, parce que moi, encore aujourd'hui, j'écoute Wham en boucle, ou George Michael, parce que... Pourquoi se priver? Et puis, c'est fort agréable à regarder parfois. Et écoutez, vraiment, si vous êtes arrivé jusqu'ici de la vidéo, et que vous êtes allé voir ce documentaire, qui vous prendra 1h30 de votre vie, c'est rien, et ça les vaut, en bas, mettez-moi Wham, point d'exclamation, écrivez-le moi, qu'on se partage ce petit moment, une petite communion autour de ce groupe. Voilà. Mais c'est pas fini. Juste, j'ai regardé récemment 2 films, 2 grands classiques du cinéma. Mais à ma grande surprise, en parlant avec des gens, je me suis rendu compte qu'il y avait encore des gens qui ne l'avaient pas vu. Notamment ma super pote Ingrid qui me dit il y a mon mec qui m'a obligé à regarder Seven, je ne l'avais jamais vu. Du coup, le soir même, j'ai re-regardé Seven parce que je l'avais déjà vu 10 fois, mais ce film est incroyable, avec une esthétique incroyable, cette ambiance noire, etc. Seven, si par le plus grand des hasards, vous n'avez pas vu Seven, allez-y. Et si par le plus grand des hasards, vous n'avez pas vu Les Accusés, allez-y. Parce que Les Accusés, petite merveille. Jodie Foster, Kelly McGillis, je ne sais pas pourquoi je dis Gillian, qui est incroyable, c'est une actrice vraiment formidable. Vous l'avez vue dans Top Gun, vous l'avez vue dans Witness. Elle a arrêté sa carrière très tôt parce que l'univers d'Hollywood ne lui convenait pas. On se demande pourquoi. Et elle est vraiment... voilà, et elle fait 1m80 et Jodie Foster me fait 1m60. Et vous avez cet écart de société. Il y a une qui est avocate, l'autre qui... Donc, je ne vous dis pas le film, si vous ne l'avez jamais vu, vraiment, regardez-le. Et l'opposition de ces deux structures, de ces deux façons de penser, de ces deux façons de vivre, qui à un moment donné se retrouvent sur une cause, ça va être vraiment... ce film, mais je l'adore, j'adore. Si vous n'avez jamais vu Les Accusés, pareil, regardez-le. Et mettez-moi en bas. J'ai aimé Les Accusés, où j'ai trouvé que Jodie Foster, elle était top, où j'ai trouvé que Kelly McGillis, elle est extraordinaire. Voilà, partagez avec moi, parce que vraiment, ce film les vaut. On termine rapidement sur un jeu de société qui s'appelle 50 missions. C'est un petit jeu très sympa, très rapide, un petit jeu familial qui est idéal pour les vacances où on pose des cartes devant nous et il faut faire des missions. C'est rigolo, c'est ludique, on peut jouer avec les enfants. À partir, je pense, de 10 ans, ça passe. Et il faut juste comprendre le système de fonctionnement des cartes. Et une fois que vous avez compris ça, voilà, il faut résoudre les missions. C'est hyper sympa, c'est coopératif. C'est un jeu qui est intelligent, qui est simple.
et qui fonctionne très très bien. Ça fait partie de ces petits jeux avec une boîte pas trop grande que vous pouvez emmener partout. Format de boîte à peu près comme le Skijo. Et ça a été ma petite pépite de cet été. On y a beaucoup joué. Donc si vous aimez les jeux de société, vous pouvez vous y intéresser, surtout si vous avez des enfants. Parce que avoir des jeux qui sont pas chiants et qui permettent de jouer avec les enfants, c'est vraiment toujours un plus. Voilà. Donc 50 missions, petits jeux à vous intéresser, ça ne veut rien dire, mais vous avez compris. Et je termine juste avec cette magnifique anecdote. Figurez-vous que j'ai attendu d'avoir mon âge, et je ne vous dirai pas quel âge j'ai, pour me faire percer les oreilles. Mais oui. Figurez-vous que ma fille m'a dit, en faisant son deuxième trou, elle a déjà 2 trous, elle, à 11 ans, oui, je suis faible, qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'avais pas les oreilles percées. Et je dis oui, c'est vrai, je ne sais pas. Moi qui adore les bijoux, qui ai une tonne de bagues, de colliers, de bracelets, qui est quand même... Un jour, il faudrait que je vous fasse une review de... Est-ce que ça vous amuserait d'ailleurs que je vous fasse une revue de mes bijoux? J'ai des choses magnifiques. Et, mais pas de boucles d'oreilles parce que... Et dans ma tête, je me disais, mais si jamais... J'ai déjà une addiction aux bijoux, mais si jamais je me fais passer les oreilles, je me rajoute une addiction. Est-ce que j'ai besoin d'une nouvelle addiction? Ben, je vous le donne en mille. J'avais acheté des boucles d'oreilles avant de me faire passer les oreilles. Du moment où j'ai décidé avec ma fille, on a dit on y va ensemble, elle deuxième trou, moi premier trou, j'avais déjà commandé des boucles d'oreilles. À ce jour, je pense sans rire, donc je me suis fait percer les oreilles en mai, je pense que j'ai au moins une 30aine de paires de boucles d'oreilles. Voilà. Est-ce que la dame vit dans la démesure? Tout à fait. Parce que j'ai toujours un bon alibi, parce que je tombe sur un magasin qui est en train de tout brader, parce que sur Vintage, j'en ai tout trouvé. En plus, mes copines m'en ont offert pour mon anniversaire, ma fille m'en a offert. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? C'est comme ça, voilà. Tout ça pour vous dire que, ne jamais oublier, qu'il n'est jamais trop tard pour faire un truc, qu'il n'y a pas d'âge. Donc, faites-vous plaisir, il n'y a pas d'âge. Si vous avez envie de faire un truc, faites-le. Voilà, pas de regrets. Bon, cette vidéo ultra longue est terminée. On se retrouvera pour des nouveaux papotages, pas avant, je pense, janvier prochain, hein, parce que sinon, c'est trop long. Je vous embrasse bien fort et à très vite pour un point lecture. Ciao!